Quel est le point commun entre les aventures de Jenny dans Gossip Girl, la trilogie 4, 5, 6 de Star Wars et le meilleur match du mondial 2018 ? Les trois utilisent la meilleure structure narrative pour raconter tes expériences en entretien de personnalité. La plupart des candidats racontent leurs anecdotes de deux façons. La première est mauvaise. Tout est raconté de façon linéaire. J'ai fait ça, puis ça, et à la fin, on a réussi. Ce n'est pas convaincant. On s'ennuie vite. La deuxième est plutôt une bonne méthode. L'homme dans un trou. Popularisé par le romancier américain Kurt Vonnegut. Problème, turning point tout en bas, et résolution du problème. Ça donne quoi en entretien ? Au début de mon stage, j'ai eu un problème car, mais je l'ai surmonté grâce à. Pourtant, il existe une trame narrative bien plus efficace pour convaincre un jury. Elle marche pour les séries, les films et les matchs de foot, et je l'ai modifiée pour qu'elle soit parfaite pour tes entretiens. Cette trame, elle ressemble à celle de l'homme dans un trou, puisqu'elle contient un trou. Mais ni elle ne commence pareil, ni elle finit pareil. Et c'est ce qui fait toute la différence, notamment en entretien de personnalité. On y va ? Let's do it. Ok Jenny, prenons pour exemple l'épisode 5 saison de Gossip Girl et analysons-le. Si tu n'as jamais vu la série, c'est pas grave, je te raconte l'histoire. Jenny Humphrey, cette jeune fille blonde, vit à Brooklyn et son père l'a inscrite au lycée Constance pour viser les meilleures universités du pays, Yale, Harvard, etc. La jeunesse dorée de la ville étudie dans ce lycée prestigieux, un des lycées les plus chers de New York. Jenny, tout comme nous téléspectateurs, découvrons ce monde, celui de l'Upper East Side. Ces jeunes enfants de millionnaires vivent dans un univers à part rempli d'opulence, de soirées mondaines, de luxe vestimentaire. Jenny rêve d'en faire partie et intègre le cercle proche de Blair Waldorf, jeune fille snob, élitiste, hautaine, arrogante. Surnommée Queen Bee, elle règne sur le lycée. Règne au sens propre du terme, car elle traite sa cour de lycéenne comme de simples sujets, souvent avec mépris et dédain. Dans cet épisode, Blair organise une soirée pyjama, a sleepover. Sa meilleure amie Serena ne peut pas s'y rendre, ce qui libère une place. Et à qui elle pense pour cette place ? À Jenny. Little Jenny Humphrey. Why didn't I think of you before? You have no plans. You're coming to the soiree. Me? Really? Her? Really? The thing is, if you come, you'll have to be up to a little more than just sleeping. I'm up for anything. My place. 7 o'clock sharp. Okay. Mais cette soirée ne sera pas de tout repos. Certaines parient même que Jenny ne tiendra pas plus d'une heure. A girl's first sleepover. Something she'll never forget. Let's make sure of it. Taking bets on how long she lasts. $50 says an hour and not 1 minute more. Jenny vit alors la situation de la femme dans un trou. Vers la fin de l'épisode, Blair la défie de prendre une veste dans le magasin d'Eleanor Waldorf. C'est la mère de Blair. Cette dernière donne la clé du magasin à Jenny. Tout ne se passe pas comme prévu. Enfin, pour Jenny, car Blair et les autres filles attendaient l'alarme. Les filles s'enfuient, Jenny est prisonnière dans le magasin, elle a peur, elle est humiliée. Elle se dit qu'elle se fera détruire par son père, on a mal pour elle. Oui, elle a tout perdu. Vraiment. Non, car une Jenny dans un trou reste une Jenny maligne. Elle a l'idée de mentir face aux policiers. Turning point du trou. Elle dit qu'elle s'appelle Blair Waldorf, que c'est le magasin de sa mère, que cette dernière est à Paris et qu'elle ne peut pas confirmer par téléphone à cause du décalage horaire. Elle n'a pas de carte d'identité car elle est trop jeune, mais elle peut prouver qu'elle est la fille d'Eleanor Waldorf grâce à la clé du magasin en sa possession. Jenny s'en sort et revient triomphante chez Blair Waldorf. Scénario classique de la femme dans un trou, tu vas me dire. Pourtant, ce qui fait que cet épisode est excellent, c'est justement que l'on n'a pas cette trame narrative, mais celle que j'ai appelée la trame de la racine carrée. Mais avant ça, je reviens à toi. Au pourquoi tu regardes cette vidéo, c'est-à-dire ton entretien de personnalité. Pourquoi j'insiste autant sur la trame narrative ? Et pourquoi je pense que celle de l'homme dans un trou n'est pas la meilleure façon de raconter tes expériences en entretien ? Pour comprendre tout ça, la première question à te poser c'est pourquoi un entretien de personnalité consiste à raconter des anecdotes ? En fait, c'est quoi ton objectif ? Le but de l'entretien est de montrer que tu possèdes des qualités. Dans le cas d'un entretien en école de commerce, ce sont des qualités managériales. Montrer une qualité sans rien faire devant le jury, juste en parlant, ce n'est pas simple. Et oui, c'est difficile de convaincre sans preuve concrète.
Car affirmer n'est pas prouver. Tout le monde peut se vanter et dire « je suis organisé, je suis persévérante, je joue du piano ». C'est d'ailleurs un écueil classique en entretien de personnalité. Tu répètes sans cesse ces phrases comme les plus bourrines qui passent à la radio. Mais le jury ne pense à aucun moment que c'est vrai. Et tu t'imagines qu'en les répétant 5 fois, ça deviendra vrai dans l'esprit des jurys. Mais pense à la fois où tu as un ami qui est triste et tu lui demandes « ça va ?» Et il te répond « ouais, ça va très bien même. C'est cool, non franchement c'est cool. » Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'il ne dit pas la vérité. Certes, certains parviennent à convaincre grâce à leur bagou exceptionnel au-delà de la normale. On connaît tous une personne qu'on adore écouter alors qu'il ou elle dit de la merde. Parce que sa voix est super, son vocabulaire est recherché et surprenant. Bref, cette personne a un don pour la parole. Ces gens-là, tu en auras en concurrent. Il doit y en avoir une centaine parmi les candidats. Ils arriveront à enfumer la moitié des jurys. Pas tous. Mais quoi qu'il arrive, il reste de la place pour toi. Beaucoup de place. 300 par école. Et ces 300-là, comment ils vont arriver à intégrer ? Parce qu'ils vont réussir à convaincre le jury par le récit. La preuve par le récit. C'est quoi convaincre par le récit ? Tu racontes une expérience passée avec des détails. À travers le récit, tu montres que tu possèdes une qualité, car le personnage principal du récit, c'est-à-dire toi, utilise cette qualité pour réussir. Et là où c'est puissant, c'est que tu ne diras pas que tu es organisé. Tu laisses les jurys le penser. Ah ouais, elle est organisée. Comme le dit Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse, Je peux peut-être vous indiquer un moyen de procéder. Il faudrait qu'il ait l'impression que l'idée vient de lui. c'est ça le truc. Tu n'as même pas besoin de le leur dire. Tu leur as tellement démontré par ton récit que tu possèdes cette qualité que le jury va le penser par lui-même. Et là, c'est beaucoup plus puissant. Le problème, c'est que pour parvenir à ce que le jury pense ça, il faut qu'il soit à fond dans ton récit. Et ça, c'est tout sauf facile. C'est pour cela que les anecdotes se préparent en amont de l'entretien, en amont même de tes simulations d'entretien, afin qu'elles soient optimales. Plus ton jury t'écoute avec plaisir et plus il est convaincu par ce que tu racontes. Parce que les images s'impriment dans son cerveau. Et donc forcément, ta qualité est validée. Car le récit devient réel dans son esprit. CQFD. La preuve est faite. Ton objectif, c'est donc d'avoir un récit structuré avec une trame excellente, réfléchie, efficace. Comme l'a dit Pauline, une élève que j'avais préparée et qui est arrivée 55e à ESCP grâce à un 17 sur 20 en entretien. On s'est concentré à la fois sur qu'est-ce qu'il faut dire lors d'un entretien, comment il faut le raconter et dans quel but on veut raconter cette histoire, cette anecdote de notre vie. On a fait une sélection ensemble de ce qui était pertinent et de ce qui était moins pour pouvoir vraiment construire un récit clair, précis et orienté toujours vers les qualités qu'on voulait mettre en avant lors de l'entretien de personnalité. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur comment il fallait raconter cette histoire. Donc surtout au niveau de la chronologie, c'était quelque chose d'assez difficile pour moi parce que j'ai tendance à partir un peu à droite à gauche quand je raconte des histoires à mes amis ou à ma famille. Je me suis forcée à vraiment essayer de garder un fil directeur. Toute cette construction du discours qu'on a pu faire ensemble m'a vraiment aidée à pouvoir me mettre en valeur lors des entretiens de personnalité et à mettre en avant toutes les qualités que je voulais démontrer au jury. Ton récit doit également contenir des émotions et un storytelling de haut niveau. Mais pour ces deux dernières qualités, on verra dans 2 prochaines vidéos. Aujourd'hui, on étudie la trame narrative. Alors, quelle trame narrative adopter ? L'homme dans un trou, The Man in the Hole, semble être une bonne méthode. C'est vrai. D'ailleurs, dans le format que l'on verra tout à l'heure, il y a un trou. Pourquoi ce format est quand même bien ? Parce que pour montrer une qualité, rien ne vaut une belle adversité. Comme le disait le comte de Gormas dans le Cid, « Dispense ma valeur d'un combat inégal. Trop beau d'honneur pour moi suivrait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » En résumé, plus l'adversaire est fort et plus ta victoire est belle. Plus ta victoire est belle et plus on comprend que tu avais cette qualité. Et c'est pour cela qu'un récit linéaire est calamiteux en entretien.
Dans un récit linéaire, il n'y a pas d'adversité, et donc pas d'enjeu, pas de tension, pas de stress. Et sans enjeu, à quoi servir une qualité, aussi admirable soit-elle? Pour montrer une qualité, rien ne vaut un bon problème à résoudre. Et ce problème, c'est le trou. Donc, cette structure est intéressante, c'est vrai. Mais à première vue seulement. Quel est le problème majeur de l'homme dans un trou? Tu ne commences pas par du positif. Et ça peut générer 4 problèmes. 4. Imaginons que tu te fasses interrompre. Et c'est possible quand un jury écoute un discours d'échec. Ton récit n'est pas arrivé au bout, et la seule chose que tu as raconté, c'est ce qui s'est mal passé. C'est un peu dommage, n'est-ce pas? Voire complètement con. Autre inconvénient, tu fais une mauvaise première impression. Imaginons là encore que tu parles de ton expérience professionnelle. La première impression qu'a le jury quand tu racontes ton stage, c'est que tu n'as pas été bon dans un contexte professionnel. C'est pas génial, ça ne te met pas en avant. Et tu le sens au fond de toi que ça ne te met pas en avant. Tu sens que ce n'est pas génial. Tu sens que ce passage de ton récit, c'est ton passage boulet. Et tu commences par ça. Et ça nous conduit au 3e problème. Et ce 3e problème, c'est que tu as envie d'accélérer ce moment. Pourtant, il est essentiel pour réussir à convaincre. Car plus forte est la douleur, plus spectaculaire devient ta résolution du problème. C'est comme cela que tu convaincras ton jury les jours J. Mais si tu bâcles, moins fort sera l'enjeu, moins efficace sera la démonstration. Le dernier problème, c'est probablement le plus insidieux. Première anecdote, homme dans un trou. Deuxième anecdote, homme dans un trou. Troisième anecdote, homme dans un trou. Et ainsi de suite. Tu commences à comprendre. Que se passe-t-il? À chacun de tes récits, ce que tu mets en premier en avant, c'est quelque chose de négatif. Dans l'inconscient du jury, tu deviens quelqu'un qui pense de façon négative. Quelqu'un qui voit des problèmes partout. Or, un manager, il ne voit pas de problème. Il trouve des solutions. Comme le dit le proverbe américain, « Bring me solutions, not problems ». Maintenant que je t'ai dit tout cela, tu dois te demander « Well, what can I do? » Exactement, Serena. Que faire? Car oui, il y a mieux. Une autre structure narrative proposée elle aussi par Kurt Vonnegut et que j'ai affinée pour qu'elle colle mieux aux entretiens. C'est quoi la structure de base? C'est ce qu'il appelle « A boy meets a girl ». Au début, un mec rencontre une meuf, c'est super, il est content, puis gros problème, ouin on est triste, ils étaient tellement heureux tous les deux, mais à la fin tout est résolu, tout va bien, ils s'embrassent, jolie musique romantique, on a les larmes aux yeux, générique de fin. Belle histoire, non? Et qui contient le trou, tu remarqueras. Alors, comment je l'ai adapté? En créant la méthode racine carrée. Qu'est-ce qui change? Premièrement, la montée qui marque la résolution du problème nous fait arriver plus haut que le personnage l'était à l'issue de la montée du début. Quand on résout le problème, la situation finale est meilleure que celle avant le problème. Sinon, à quoi bon avoir autant galéré, c'est pour revenir au point de départ. En fait, le personnage a progressé malgré ou grâce au problème. À quoi sert le trait horizontal après la résolution du problème? À amplifier ce qui a changé suite à l'événement. Quelles conséquences? Quelles leçons tirées? Quelles projections dans l'avenir? Comme dirait le youtubeur, le chef otaku, qu'est-ce que ça raconte? Et à quoi sert la montée de départ? Tout. Elle change tout. Ça donne une image positive, tout se passe bien, le personnage est dans son élément. On s'identifie au personnage principal, c'est un winner, c'est une gagnante. C'est plus facile de s'identifier à quelqu'un qui s'engage vers quelque chose de positif. Et une fois qu'on est attaché à quelqu'un, on a envie d'en savoir plus, y compris ses problèmes. Et on est d'autant plus content que ce personnage arrive à les résoudre parce qu'on était hyper impliqué dedans dès le début. Bref, tout ça, c'est de la théorie. En pratique, comment ça se passe? Revenons à notre épisode de Gossip Girl. On est exactement dans cette trame de la racine carrée. Pourtant, au début, on a l'impression que l'on s'oriente vers la femme dans un trou. C'est ça le génie des scénaristes d'ailleurs.
Et c'est accentué quand on voit Jenny arriver chez Blair portant de façon ingénue un matelas et des coussins Hello Kitty. Alors que quand Blair organise une soirée pyjama, c'est un niveau de sophistication, de richesse, de luxe que seul l'Upper East Side atteint, voire imagine. On se dit que la pauvre petite fille de Brooklyn va se faire manger tout cru. Mais Dorota sauve Jenny et prend ses affaires. C'est là que tout change. Jenny semble dans son élément. Elle essaye les vêtements du dressing de Blair. Elle s'éclate. Elle vit sa meilleure vie. Certes, elle se laisse influencer et boit le gin tendu par Blair. À boire avec modération. Mais elle ne semble pas être le souffle-douleur qu'on imaginait. Puis, Blair la défie de délivrer Eric, le frère de Serena qui est actuellement interné dans un établissement pour enfants qui ont des problèmes psychologiques. Là encore, on se dit, ouais, Jenny, elle va prendre cher là. Là, elle va se faire choper. Mais contre toute attente, c'est Blair qui prend les plus gros risques. C'est elle qui joue la droguée chargée de détourner l'attention de la réceptionniste. Jenny, elle a le beau rôle du duo. Chercher Eric. Finalement, elle s'en tire bien notre Little J. Ensuite, elles vont en boîte, avec Eric qui est libéré. Car, dans une soirée pyjama de l'Upper East Side, on va en boîte. Et Jenny continue d'assurer, elle prend confiance. Défie Blair qui accepte le défi et continue de jouer avec Jenny. Bref, tu l'as compris, la force de cet épisode, c'est la montée de départ. On s'attache à Jenny. Si elle s'était faite victimiser dès le début, on aurait surtout pensé à la méchanceté de Blair et de sa cour. Et donc quand Jenny se fait piéger, la douleur est plus forte, car les scénaristes ont fait la montée de la racine carrée juste avant. On veut qu'elle s'en sorte. On ne se dit que c'est pas une boulée. C'est le double effet de la montée initiale. 1. On s'attache au personnage. Jenny nous plaît. C'est une winneuse. Le passage négatif, ça c'est le deuxième truc. Il se renforce tout seul. On souffre pour elle. Or, souviens-toi ce que je t'avais dit. Je t'avais dit que tu devais insister sur le passage négatif pour rendre la résolution bien plus épique. Ici, ce passage négatif, il coule de source. Et le trait de la racine carrée, c'est quoi ? C'est la fin. Jenny se rend chez Blair qui lui adresse un regard empreint d'admiration. Très rare que Blair jette ce regard sur sa cour. En fait, cette histoire suit vraiment la trame de la racine carrée. Jenny est dans une situation bien plus haute qu'elle était avant de subir le trou. Là, cette fois, Blair la considérait presque comme une égale. Mais surtout, et ça, c'est le trait de la racine carrée, c'est un nouveau destin qui semble s'ouvrir pour notre Little J. Un destin digne de notre Queen Bee. Car Little J a fait son entrée parmi les plus grandes. Avoue que sans chacun des morceaux de la racine carrée, cette scène finale aurait eu moins d'impact. Tu peux également remarquer que ce modèle, c'est celui qui est utilisé sur les 2 premières saisons pour construire l'ascension de Jenny. Little J démarre en servante de Blair, monte, commence à s'imposer, puis survient la chute alors que son ascension nous fascinait. Avec une Blair qui sera très dure avec elle. Hope you don't expect a hug. I don't expect anything anymore. Puis Jenny galère, pour finalement devenir au dernier épisode de la saison 2, la reine du lycée Constance. Adoubée par qui ? Eh bien oui, par Blair elle-même. Reine qu'elle entamera au début de la saison 3 par une révolution démocratique, avant de changer d'avis et d'assumer ce règne avec une main de fer. Oui, ça c'est le trait horizontal de la racine carrée, bien vu. Cette structure, en fait elle n'est pas propre à Gossip Girl. Elle est très utilisée dans la pop culture. Voyageons, il y a longtemps, dans une galaxie très très lointaine. Attention, je vais spoiler grave, donc si tu veux pas avoir d'infos sur Star Wars, va dans le chapitre suivant. Oui, la trilogie 4, 5, 6 suit le modèle de la racine carrée. C'est ce qui rend cette épopée si épique d'ailleurs. Si Luke Skywalker avait affronté Dark Vador dès le début et s'était fait battre, qu'est-ce qu'on aurait pensé ? Ouais, ok, Luke c'est un gars random, il va progresser, battre Dark Vador, super. Mais en fait,
Ce qui est fort dans cette histoire, je ferais dire même ce mythe, c'est qu'au début, Luke Skywalker, on l'admire. On comprend qu'il a un potentiel hors norme. On suit sa progression. Dark Vador lui-même fait son éloge à la fin de l'épisode 4 quand il dit The Force is strong with this one. Et cet épisode 4, il se termine par un gros succès de Luke qui détruit l'étoile de la mort. Oui, Luke est un rival digne de Dark Vador. Il peut le battre. Cette progression, cette hausse, ça rend la défaite de Luke dans l'Empire contre-attaque encore plus terrible. Moi, quand j'étais ado et que je voyais le film, je croyais qu'il allait le battre. Mais il se fait écraser à plat de couture. Dark Vador est trop puissant. Il n'y a pas de match face au soldat le plus dur de l'Empire du côté obscur. Cette montée du début, elle a tout changé. Et le turning point, le moment où on est en bas de la racine carrée et qu'on remonte, c'est le début du retour du Jedi. Luke semble différent. Beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Ce n'est plus le héros fougueux, inconscient et impatient du début. Non. C'est un vrai maître Jedi. On se dit que tout est possible et qu'il arrivera peut-être à battre Dark Vador. Survient le combat final, Luke prend enfin le dessus, et ce qu'il fait de la victoire, c'est le trait horizontal de la racine carrée. Il lâche son sabre laser et confirme qu'il ne passera pas du côté obscur. La suite, tu la connais. Ce modèle de la racine carrée, c'est le modèle que tu utiliseras à ton entretien. Ça suffit au niveau des exemples ? Not enough. Ah, Cyrus, t'en veux en dernier ? Ok. Prenons le plus beau match de la Coupe du Monde 2018. Ouais. France-Argentine. Pourquoi c'est le plus beau ? L'explosion de Mbappé, les 7 buts ? C'est surtout le scénario. Un scénario en racine carrée, exactement. Dès le début, la France mène 1-0 grâce au pénalty provoqué par Mbappé et transformé par le génial Griezmann. Même les sceptiques qui ne croyaient pas à la victoire de la France se mettent à rêver. Et si la France éliminait l'Argentine de Messi, considéré comme le deuxième meilleur joueur de la décennie derrière Cristiano Ronaldo ? Et si on se qualifie en quart ? Ouais, c'est possible. C'est à ça que sert la montée du début. À embarquer tout le monde, même les plus sceptiques. L'excitation monte. Mais derrière, Di Maria marque un but exceptionnel. Puis au début de la deuxième mi-temps, l'Argentine mène 2-1. Tout semble perdu. On est tout en bas de la courbe racine carrée. Surgit le turning point, la frappe de bâtard de Benjamin Pavard. Les Bleus sont à la courbe ascendante. C'est là que Mbappé prend feu. La France mène 4-2. L'Argentine reviendra à la fin et aura même la balle d'égalisation. On tremble jusqu'au bout, mais on passe. Quel est le trait horizontal alors ? 2 choses. 1. Mbappé devient un grand. Il est adoubé par Pelé. 2. Et le plus important, on se dit que la France peut être championne du monde. C'est ça la conséquence de ce match. Tous les Français se mettent à croire que conquérir le titre est possible. Oui, on peut redevenir champion du monde. Et on le sera. Pourquoi ce match est si dingue ? Pourquoi ce scénario est si parfait ? Scénario non écrit à l'avance et c'est la force du sport de créer cela. Ouais, c'est parce que l'on passe par toutes les émotions. Et c'est justement ce que tu feras ressentir au jury. Toutes les émotions. Tu seras le Mbappé, le Luke Skywalker, la Jenny Humphrey de l'entretien de personnalité. Comment l'appliquer en entretien ? C'est ce que l'on va voir maintenant. Quand tu racontes une anecdote, commence par quelque chose que tu as réussi, dans lequel tu as excellé. Tu l'as compris, dans lequel tu as montré une compétence managériale. Au début, le stage s'est très bien passé, j'avais pour mission de nanana et j'ai nanana. La narration est vivante, le jury se dit « Ok, il est fait pour le monde pro celui-là. Il s'est bien débrouillé. Il est... » Et le jury se dit « La qualité que tu voulais faire passer. » Survient alors le rebondissement, le problème. Et c'est un vrai problème, car avant tu étais bon. Si tu rencontres ce problème, c'est que c'est un vrai problème. Ce n'est pas parce que tu étais le ou la stagiaire qui connaissait rien. Il y a un vrai suspense, on a envie de savoir la suite. Pourquoi ? Comme pour Jenny, parce qu'on s'est attaché à ton histoire du stagiaire. On veut en savoir plus. On achète ton rebondissement, on achète ton suspense et on achète la qualité qui en ressortira. Le jury te laissera parler, ou s'il t'interrompt, c'est qu'il a confiance en tes qualités et il veut voir autre chose. Puis, tu solutionnes le problème. Tu mets en avant une autre qualité managériale. Après avoir solutionné le problème, la situation elle est encore meilleure qu'avant pour toi. Et enfin, quel est le trait horizontal de la racine carrée dans une anecdote d'entretien ? Roulement de tambour.
C'est précisément là où réside la force, la puissance, le génie de cette trame pour ton entretien. Souviens-toi, quel était le but de l'entretien? Quel est l'objectif de chaque anecdote? Exact, à répondre à la question « Pourquoi une école de commerce ?» Et c'est cela ton trait horizontal. Moi et l'école. Désormais, tu as un bilan. Et j'aimerais faire en école tel stage, telle association, tel échange à l'étranger, telle spécialisation. Bref, ton anecdote a non seulement mis en avant ta qualité, mais en plus, grâce au trait horizontal de la racine carrée, tu fais le lien avec l'école de commerce. C'est quoi le trait horizontal? Tu n'as plus de problème avec la question « Pourquoi une école de commerce ?»